50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. On les retrouve dans presque tous les quartiers d'Abidjan, des enfants livrés à eux-mêmes sans repère véritable. Ils sont devenus des cas sociaux et quelquefois un vrai danger pour la société. Je parle des enfants vulnérables, ceux qui sont exposés à tout en raison des conditions de vie précaires. Comment en est-on arrivé là et que faire pour en sortir et créer ainsi un environnement plus sûr pour ces tout-petits? Le sujet nous intéresse dans 50 minutes pour convaincre. Et pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Mamadou Touré, il est le directeur général de l'Office du service civique national. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. En face de vous, Monsieur Seri Herold, il est président du mouvement Le Cri du Peuple. Monsieur Seri, bonjour. Bonjour, Monsieur Jérôme Kouakou. Un troisième invité, lui, nous prendra sûrement en cours, Sanogo Daouda, connu à Djamé sous le nom de Pacheko. Il est le secrétaire de la coordination des filles et fils d'Adjamé. Il nous prendra en cours de diffusion. Touchons du doigt la question et ébauchons ensemble des pistes de solutions durables. Régis Kofi réalise cette émission à la technique IA Damo Désiré. Merci à tous d'être venus. Merci à tous de répondre présent à cet autre numéro de 50 minutes pour convaincre. Et je voudrais tout de suite commencer en m'adressant à monsieur le directeur général. On parle des enfants vulnérables. Il y en a assez en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler de ce phénomène. Les enfants vulnérables, il y en a en Côte d'Ivoire. Beaucoup certainement, mais il n'est pas aisé de chiffrer ce phénomène. C'est pour cela qu'on va se contenter de dire qu'il y en a assez en Côte d'Ivoire. Ouais, vous confirmez qu'il y en a assez, monsieur Seri Herold. On parle des enfants vulnérables. Vous en rencontrez, vous en avez vu vous-même une fois au moins dans votre vie? Oui, effectivement, je voudrais d'abord d'entrée de jeu remercier M. Jérôme Kouakou, mais aussi remercier la RTI pour la lucane que vous nous offrez afin de pouvoir échanger sur la question. Effectivement, les enfants vulnérables, il y en a assez. Il y en a assez et je crois qu'on en voit à longueur de journée. Et donc, c'est un phénomène aujourd'hui qui est très récurrent. Et je crois qu'on va échanger sur la question en long et large. D'accord. Monsieur le directeur, comment reconnaît-on un enfant vulnérable? Comment on peut savoir que celui-ci est un enfant vulnérable? Y a-t-il des signes pour le savoir? Merci. Effectivement, il y a une description. Disons, il y a des critères pour considérer qu'un enfant est vulnérable. Je vais citer entre autres un certain nombre de critères. On considère comme vulnérable quelqu'un qui est analphabète. On considère également comme vulnérable quelqu'un qui est en échec scolaire, quelqu'un qui n'a pas de qualification, quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Et tous ces facteurs réunis, on sent la personne en train de tomber, entre guillemets. On sent la personne en train de s'exclure de la société. On voit la personne en train de développer des comportements dits inciviques. Voilà brièvement présenté les critères pour distinguer qui est vulnérable de qui ne l'est pas. Est-ce que si rien n'est fait tel que vous décrivez la situation, ces enfants se retrouvent quelquefois dans la rue? C'est peut-être eux qu'on appelle plus tard enfants de la rue. Ils font partie aussi. Les enfants de la rue, les enfants dits entre guillemets en conflit avec la loi, font partie de cette catégorie de jeunes gens. Monsieur Herold Seri, oui. Ces enfants sont-ils un danger pour nous, pour vous, pour tout le monde? Oui, je pense que ces enfants sont un danger pour la société, non seulement un danger pour eux-mêmes, pour leurs familles respectives, mais aussi un danger pour la société, parce que c'est des enfants qui sont exposés à toutes sortes de vices et qui sont à faible capacité de résister à l'influence de leur environnement. Et donc pour cela, moi je pense bien que c'est des enfants qui constituent, ma foi, en tout cas un danger pour la société et ils méritent en tout cas d'être rééduqués. Où est-ce qu'on les trouve? On a parlé des enfants de la rue tout à l'heure, ils ne sont pas tous dans la rue, heureusement, mais où est-ce qu'on les trouve ces enfants? Ouais, pour la plupart, je crois qu'ils opèrent dans la rue. Ils opèrent dans la rue. C'est vrai que les enfants vulnérables, il y en a à tous les niveaux. Parce qu'on le disait d'entrée de jeu, même dans des familles qui sont la plupart du temps, qui donnent l'impression d'être des familles aisées. Il y a des familles, il y a des enfants qui sont, pour la plupart, qui s'adonnent à plusieurs vices de cette nature. Et donc, ils sont à tous les niveaux, mais essentiellement dans la rue. Puis si on veut faire allusion aux enfants en conflit avec la loi, je crois qu'ils opèrent pour la plupart dans la rue. Ce qu'on appelait jusqu'à dernièrement les microbes. Les microbes. D'accord, monsieur le directeur général le dit, on les trouve essentiellement dans la rue. Vous êtes d'accord avec cet argument? Oui, on les trouve dans la rue, effectivement. Et comment ils vivent, ces enfants-là?
Vous le savez? Je me réfère à toutes les études qui ont été faites sur le phénomène, les constats qui ont été faits. Ils vivent dans la rue, certes, mais ils vivent aussi dans leur famille. Ils se connaissent, on les connaît, ces enfants-là. C'est pas qu'ils se cachent, on les connaît. Ils ont des toits, ils ont des activités économiques. On les connaît très bien. Voilà, donc... vous dites que ces enfants ont des activités économiques, alors que tout à l'heure vous avez dit que c'est des enfants qui, quelquefois, n'ont pas d'activité. Oui, quelquefois n'ont pas d'activité. Et de quelle activité économique parlez-vous alors? Ils sont artisans, ils sont dans les petits métiers, ils sont dans le transport, ils sont dans la mécanique. Et en même temps vulnérables? Oui, en même temps vulnérables. En même temps vulnérables, ça se peut. Parce qu'ils ne vivent pas bien de cette activité. Ils ont cette activité, mais elle n'est pas suffisamment générative. Je pensais que les enfants vulnérables, c'est des enfants qui n'ont pas d'activité. Ah, pas forcément. Pas forcément. C'est des enfants qui ont des activités. On les trouve dans tous les métiers. D'accord. On les trouve à la casse, vous les trouvez. Vous les trouvez dans le transport. Vous les trouvez dans les petits commerces. Mais seulement, et je répète, les ressources générées ne sont pas suffisantes pour le prendre en charge. Et malheureusement, prendre en charge la famille. Parce que ce sont ces enfants-là qui souvent apportent la nourriture à la maison. Et quand ils sont confrontés à cette situation, pareil, comment ils font? L'argent ne suffit pas? Ils agressent. Ils agressent. Ils deviennent donc dangereux? Ils deviennent dangereux pour eux-mêmes et pour la société. Les premiers responsables, c'est les parents. N'allons pas chercher loin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais ils ne sont pas occupés de leur progéniture. Ils ont confié la vie, ils ont confié à l'enfant son éducation et ils lui ont confié également sa capacité à trouver de l'argent pour nourrir la famille. N'oublions pas cela. Aujourd'hui, il y a des familles, ça se voit à longueur de journée, des enfants que vous voyez dans la rue en train de vendre des bouteilles d'eau, en train de vendre des mouchoirs, en train de vendre des petites choses. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? C'est pour revenir à la maison. C'est donc eux qui font vivre la famille. Bien sûr. Ce qui devrait être le contraire. C'est le contraire. En tout cas, la responsabilité des parents, c'est d'éduquer, de nourrir et d'héberger son enfant. J'ai bien envie de savoir qui sont ces parents-là. Quel est ce parent qui accepte que son enfant soit en train de vendre tout à longueur de journée et lui rapporter quelque chose le soir? C'est quel type de parent? Erol, vous pensez à qui? Vous pensez à qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des parents qui n'ont rien? C'est la pauvreté? Effectivement. Je crois que la pauvreté aussi joue un rôle aussi prépondérant relativement à cette question. Parce que pour la plupart, c'est des familles très pauvres qui n'ont pas de sources de revenus et qui peinent à manger correctement même. Ils n'ont pas accès aux repas réguliers, c'est-à-dire 3 repas par jour. Vous allez voir, il y a des familles aujourd'hui, nous côtoyons la plupart du temps ces familles-là. Il y a des familles qui aujourd'hui même n'arrivent même pas à avoir ne serait-ce qu'un repas par jour. Et donc vous voyez que ces gens de familles sont exposés à faire travailler les enfants. Pour que les enfants puissent rapporter de quoi manger à la maison. Et donc c'est ce qui, par moment, justifie ces agissements-là de la part de ces familles, de ces parents, mais aussi de la part de ces enfants. Mais à tous les niveaux, je crois que c'est un manque de responsabilité au niveau des parents et que chacun aussi doit, en tout cas, jouer sa partition. Parce que finalement, la pauvreté n'est pas une excuse. Oui, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit envoyer l'enfant. Oui, effectivement, mais je crois qu'il faut aussi être très regardant aussi sur cet aspect-là aussi, parce que la pauvreté, en tout cas, joue un rôle très, 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 très déterminant en ce qui concerne l'agissement de ces enfants. Moi, j'ai envie d'élargir la chose en disant, monsieur le directeur général, que par exemple, on est pauvre, mais on a beaucoup d'enfants. Donc, on n'arrive pas à maîtriser. Bien sûr. Il y a la pauvreté, certes. Et tout à l'heure, on parle de responsabilité des parents. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui n'est pas en mesure de nourrir un enfant, en avoir une dizaine? Ça devient une charge énorme. Ça devient une charge énorme. Vous ne pouvez pas nourrir un. Vous en faites. Jusqu'à 10. Et on ne s'arrête pas. Hein? On ne s'arrête pas, on continue. Ça, regardez ce que cela crée comme problème. C'est-à-dire, aucune infrastructure n'est capable de recevoir tant de personnes. Et le parent lui-même est dans une situation, nous disons qu'il est dans une cellule familiale souvent disloquée. Soit parce que les enfants n'ont plus leur mère à la maison, soit parce que le monsieur, il a beaucoup d'épouses, il a beaucoup de copines, il a des enfants n'importe comment, mais il n'a même pas le temps, il ne s'en préoccupe même pas. Souvent, la charge des enfants revient à la mère exclusivement. Et imaginez une femme qui n'a pas de mari, qui n'a personne pour l'aider, et qui continue, qui doit entretenir ses enfants. Voilà toutes les difficultés qu'il faut relever. Et c'est pour cela que nous avons pointé du doigt la responsabilité des parents.
Mais il n'y a pas que cette responsabilité. Ah, justement, heureusement qu'il n'y a pas que cette responsabilité. Oui. Il y a pas, on a parlé tout à l'heure d'environnement, de la société elle-même. Oui. Quel peut être cet impact de la société sur les enfants? Mais je pense qu'à ce niveau-là, il faut aussi, comme je le disais d'entrée de jeu, tirer un peu la sonnette d'alarme en situant les responsabilités à tous les niveaux, autant c'est vrai au niveau des parents, mais que au niveau de la société. Donc à ce niveau-là, je crois que l'État surtout doit initier des séances de sensibilisation en ce qui concerne le planning familial. Parce que quand vous assistez à une famille où il y a plus de 10 enfants, là encore il y a un problème de mentalité parce que les gens dans la culture, pour ne pas dire dans le psychisme africain, on a pour coutume de dire que faire des enfants c'est source de richesse. Ouais. Et donc voilà, ça c'est un problème aussi qu'il faut essayer de corriger en sensibilisant les gens. Il faut faire des enfants quand on estime qu'on a la possibilité de s'en occuper. Ah, j'ai entendu un ami dire, je sais pas, dans une langue, ça veut, je sais pas, quand c'est beaucoup, il semble que quand c'est beaucoup, on estime que le capital humain peut nous permettre d'être truc, mais c'est un problème de mentalité. Donc à ce niveau, la société, avec l'implication de l'État, effectivement, doit vraiment accentuer la sensibilisation en ce qui concerne le planning familial. Que les familles sachent que quand on fait un enfant, il faut pouvoir s'en occuper, il faut pouvoir le scolariser, il faut pouvoir l'éduquer comme il se doit pour qu'il puisse se réaliser demain. Donc si on n'a pas la possibilité de le faire, c'est pas la peine de faire assez d'enfants. Parce que quand on n'arrive plus à les contrôler, comme le DG venait de le mentionner tout à l'heure, quand on n'arrive plus à les contrôler, c'est ces derniers-là qui deviennent en tout cas un danger pour la société. Est-ce que vous voulez dire finalement que quand une famille a jusqu'à 10 enfants et n'arrive pas à s'en occuper, l'État ne... Vous voulez dire que l'État a démissionné? Bon, je ne dis pas que l'État a démissionné totalement, mais je dis aussi que l'État doit être regardant sur la question en opérant des séances de sensibilisation. Il y a beaucoup de structures qui sensibilisent. Il y en a, voilà. De pilules, tout le reste. Oui, mais il faut que ça, on ne finira jamais. Donc il faut accentuer davantage. C'est pas suffisant, vous voulez dire? C'est pas suffisant. Donc il faut le faire, il faut matraquer, il faut continuer parce que c'est triste, mais il faut le faire. Monsieur le directeur, on est en train d'identifier toujours l'origine du phénomène. La famille, certes, mais les autres acteurs, c'est qui? La famille, les autres acteurs. Mais déjà, permettez-moi de donner quelques chiffres pour bien situer le contexte. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 23 millions d'habitants. Sur ces 23 millions d'habitants, 77% a moins de 35 ans. Donc jeune. Toute la population ivoirienne aujourd'hui est jeune. Ça, c'est le premier élément qu'il faut dire pour comprendre de quoi on parle. S'il vous arrive, pendant vos voyages, d'être sur la route entre 17h et 18h, que vous voyez le nombre d'enfants et de jeunes venant de l'école, vous êtes impressionné. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'adultes. En réalité, il n'y a plus d'adultes. La majorité de la population est jeune. Et cette population qui est jeune ne crée pas encore de richesse. On va à l'école. On ne crée pas de richesse. Elle consomme donc. Elle consomme. Donc c'est les adultes, disons la population active, qui produit pour prendre en charge qui est moins de 30% la population inactive, qui est moins de 30%. Et parmi ces 30%, combien sont en activité effectivement? Donc, le nombre de personnes qui produisent des richesses pour supporter les besoins de la population sont très petites. Le nombre de personnes est petit par rapport à la grande masse qui a besoin d'être assistée. Alors, finalement, ça nous envoie à poser le problème d'emploi. Oui. Hein? Les jeunes jusqu'à 35 ans qui vont à l'école, qui n'ont pas d'emploi, qui tournent, ils sont aussi vulnérables. Et tout ça fait partie de la vulnérabilité. Et c'est là, effectivement, où la responsabilité de l'État doit être appelée. L'État doit aider à réguler le flux de la population. L'État doit aider à créer des emplois pour les jeunes. Et l'État doit aider à s'occuper de la santé sexuelle et reproductive de ses enfants. Voilà un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en œuvre pour que nous ayons un équilibre entre le nombre de personnes actives et le nombre de personnes inactives. On parle des dividendes démographiques, c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement, je ne vais pas rentrer dans ce détail des dividendes démographiques, mais tout doit être fait pour qu'il y ait un équilibre entre le nombre de personnes actives et le nombre de personnes inactives.
pour qu'on ait une société équilibrée. Et l'État doit y veiller. Et pendant qu'on y est, M. Sanogo Daouda, connu sous le nom de Pachiko, nous a rejoint. Il est secrétaire de la coordination des filles et fils d'Adjamé. M. Pachiko, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien, Adjamé? Je vais très bien. Alors, vous venez d'arriver, on vous laisse souffler un peu, temps de revenir à vous. Monsieur Seri Herold, on est en train de parler des enfants vulnérables, mais parlons, puisque vous êtes avec des jeunes gens tout le temps, le problème d'emploi est l'un des facteurs qui favorise cette vulnérabilité. Des gens qui vont à l'école, quelquefois ont des diplômes, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas d'emploi. Ça, c'est un problème. Effectivement, c'était un gros problème. J'allais rebondir sur la question, mais je remercie déjà le DG qui a fait ressortir cet aspect de la question. La question du chômage aujourd'hui est une cause prépondérante, pour ne pas dire l'une des plus grosses plaies de la jeunesse ivoirienne. Et je dirais que, sans peut-être rentrer dans les considérations politiques, juste à mon avis, aucun gouvernement n'a réglé la question du chômage jusqu'à aujourd'hui. Et la jeunesse est livrée à elle-même. Je suis fier des statistiques que le DG vient de dresser tout à l'heure en disant que la population est plus de la majorité, à plus de 77%, donc est majoritairement jeune. Et donc, il faut vraiment une politique très accentuée sur cette frange de la population qui, mine de rien, aux sorties des universités, aux sorties des grandes écoles, acquiert des diplômes, mais n'arrive pas à s'insérer facilement dans le tissu socio-professionnel. Et ces derniers sont manifestement livrés à eux-mêmes. Et la dernière fois, quand on évoquait même la question de l'immigration, ça faisait partie de l'une des causes qui poussait ces jeunes-là à aller tenter l'aventure. Ouais. Et donc, vous voyez qu'il y a tous ces phénomènes qui sont en rapport avec la problématique du chômage. Et c'est pour cela, je me réjouis que le DG soit là. C'est en même temps un cri de cœur que nous lançons pour que l'État, à ce niveau, puisse prendre de fermes décisions en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. Parce qu'il y va de l'intérêt de notre nation. Si ces jeunes sont insérés dans la société, je crois qu'on aura résolu... Et qu'ils ont des occupations. Qu'ils ont des occupations, on aura résolu en amont, je crois, la question de la vulnérabilité de la jeunesse qui est aujourd'hui au centre de ces débats. Je reviens à M. Sanogo Daouda d'Adjamé. Cher ami, rebonjour encore et dites-nous à Adjamé, on parle des enfants vulnérables, des enfants qui quelquefois on voit dans la rue. Vous en avez beaucoup là-bas? Nous en avons assez, beaucoup. Vous savez qu'Adjamé est presque la plaque tournante du commerce et du transport. Donc au niveau d'Adjamé, nous avons du monde. Mais nous, au niveau de la coordination des filles et fils d'Adjamé, nous on s'est plus préoccupé de déscolariser ce que les gens ne veulent pas. C'est de ceux-là que nous nous occupons. D'accord, on va parler tout à l'heure de vos solutions que vous proposez. Mais en même temps, ces enfants-là, est-ce qu'à Adjamé, ils vous fatiguent, ils constituent un danger pour vous, ils vous troublent le sommeil? Sincèrement, ils nous troublent le sommeil. Mais on fait avec. Ils nous troublent le sommeil. Vous les comprenez, vous voulez dire? Oui, nous les comprenons. Parce que nous connaissons en réalité les problèmes. Nous vivons avec eux et nous avons peut-être la solution. Mais la solution ne peut pas se faire sans l'administration. Quand il n'y a pas de suivi, on ne peut pas. Nous, on fait ce qu'on peut. Tout à l'heure, on a évoqué un problème. On dit dans les familles, ils n'ont pas les moyens, mais ils peuvent se retrouver jusqu'à 10 enfants. Est-ce qu'à jamais, il y a beaucoup de cas comme ça là-bas? Il y en a assez. Mais tout en marchant, on essaie de faire comprendre aux parents que le temps n'est plus de faire 10, 20. Ce temps-là est passé. Il vaut mieux avoir 1, 2 enfants. Parce que le problème, c'est le suivi. C'est le suivi. Généralement, ce n'est pas forcément la pauvreté. Il y a le problème de suivi. Monsieur sort matin, il rentre la nuit. Madame sort matin, elle rentre la nuit. Les enfants sont livrés à eux-mêmes à la maison. Souvent, même vous rentrez, vous faites 2 jours, vous ne voyez pas votre enfant. Pourtant, vous dormez dans la même maison. Quand vous rentrez, lui, il est couché. Et on ne s'inquiète pas? On s'inquiète, mais on n'a pas le choix. Il faut aller chercher. Il faut qu'il mange. Est-ce que vous, à Adjamé, vous qui tournez dans la rue d'Adjamé, vous l'avez dit au micro, ces enfants, quand ils vous voient, ils disent vieux père, ça dit, ils savent, c'est quoi? Est-ce qu'ils vous prennent comme des repères? Est-ce qu'ils vous prennent comme des exemples? Comment ils vous voient? Ils nous prennent comme des exemples. Nous, au niveau d'Adjamé, vous savez, pour pouvoir vivre, nous vivons ça. Nous les approchons. Parce qu'à Adjamé, vous avez une renommée pas très intéressante, mais on parle beaucoup de vous. À Adjamé, si tu vas à Adjamé, attention, fais attention à ton portefeuille, à ton sac. À tout moment, ça peut disparaître. Ça, c'est pas faux. Mais je peux vous dire que ce qui est sûr, il n'y a pas de sécurité à 100%. Mais ça va. À Adjamé, c'est pire. À Adjamé, c'était pire. Adjamé est visité par tout le monde. D'accord. Monsieur le directeur, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour remercier notre ami qui nous a rejoint. Adjamé est un cas particulier. Adjamé est l'une des communes les moins peuplées la nuit. La nuit, oui. Le plus peuplé. J'ai fait un tour la nuit, curieusement, il n'y a personne, on a roulé tranquillement. Parce que tout le monde, tout Abidjan se retrouve à Adjamé.
Et quand on dit tout le monde, c'est bien tout le monde. Il y a ceux qui sont venus pour faire des activités, j'ai failli dire licites, mais les gens qui font des activités licites sont souvent accompagnés par des personnes qui font des activités illicites, malheureusement. Donc, ce faisant, Adjamé se retrouve dans la journée totalement assailli par les populations venant de toutes parts. Ça, c'est le premier élément qu'il faut dire par rapport à Adjamé, mais reconnaissons que beaucoup de choses se font également à Adjamé. Pour rebondir sur cette question de l'emploi, tout à l'heure, notre ami disait que les gouvernements n'ont pas, pour l'instant, trouvé la solution à la problématique de l'emploi des jeunes. C'est vrai, il n'y a pas photo, comme on dirait. La situation est délicate. Il y a beaucoup de jeunes et il faut s'en occuper. Le premier ministère en charge de l'emploi des jeunes a été créé récemment, 2 ans, 3 ans. Parce que je pense que les autorités ivoiriennes sont conscientes du fait qu'il faut que les jeunes aient un emploi. C'est d'ailleurs pour ça que ce ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a été créé. En tout cas, il faut qu'on les occupe. C'est une nouvelle création, il faut qu'on occupe les jeunes. Et on en est véritablement conscient. Mais là où on a des difficultés, je pense qu'il ne faut jamais cacher les difficultés, il faut les dire. Premièrement, le nombre, c'est un problème. Ça pourrait être un atout, mais pour l'instant, c'est un problème. Deuxièmement, au-delà du nombre, il y a la qualité de la formation. Aujourd'hui, dites-moi, quelqu'un qui sort de l'université d'Abidjan ou bien de nos grandes écoles, qu'est-ce qu'il peut faire comme un emploi? Il n'y a pas d'adéquation. Ou l'adéquation entre la formation et l'emploi n'est pas actuellement optimum. Ça, il faut le reconnaître. Troisième point, nous n'avons pas une société aujourd'hui ou bien un ensemble d'entreprises qui crée suffisamment d'emplois au point de pouvoir absorber tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Nous ne sommes pas dans une période de plein emploi, c'est clair. Mais les entreprises qui doivent produire de l'emploi sont en incapacité aussi. Et le dernier point pour cette question d'emploi, le secteur que tout le monde dit secteur capable de nous donner le maximum d'emplois, l'agriculture, les jeunes ne s'y intéressent pas pour l'instant. Ouais. Alors que c'est là qu'on va trouver la solution à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs le secteur le plus sûr. On est en train de parler de comment ce phénomène est né, comment des enfants se sont retrouvés dans la rue. On a parlé de l'État notamment. Vous avez parlé de ce que l'administration doit vous accompagner parce que vous estimez que l'administration n'a pas toujours été là. L'administration n'a jamais été là. Tout à l'heure, nous parlons du service civique, il parle de l'emploi des jeunes. Mais l'emploi des jeunes, nul ne peut faire mon bonheur sans moi, d'après Mahatma Gandhi. Vous venez avec des projets, ça c'est vous. Mais si vous ne vous approchez pas, vous ne partez pas vivre. C'est ceux qui ont les problèmes, qui sont sur le terrain, qui savent ce dont ils ont besoin. Il a parlé de l'agriculture. Nous avons fait des propositions. Mais l'agriculture, qu'est-ce que l'État fait? Moi, je crois qu'à partir du moment où on nous fait comprendre depuis tout petit que la Côte d'Ivoire vit de l'agriculture, l'État devait être en mesure de trouver des parcelles, essayer d'organiser des jeunes, monter des projets sur ça. Mais rien n'est fait. Nous, au niveau d'Adjamé, qu'est-ce que nous faisons? À Adjamé, il n'y a pas d'usine. Hein? Il n'y a pas d'usine. On essaie d'occuper nos enfants à travers des créativités. Nous avons une boîte de sécurité. Avec vos propres moyens? Avec nos propres moyens. Nous avons une boîte de sécurité. Nous faisons aussi la salubrité. Bon, quand moi je viens, par exemple, je vais dans ma zone, parce qu'il n'y a jamais été découpé, il y a un découpage qui est fait. Il y a 20 quartiers et un village à Adjamé. Nous avons fait un découpage selon les leaders. Moi, au niveau de ma zone où je me trouve, à Marie-Thérèse, le marché Gourou, tout. J'ai dit aux jeunes, au lieu de voler, au lieu d'agresser des gens, mettez-vous en association, essayez de balayer là, essayez de sécuriser là, moyennant ce que le marché peut vous donner. Et c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. Mais nous, à notre niveau, pour pouvoir comprendre ces jeunes, il faut beaucoup la communication. Il faut parler avec eux. Il faut parler, la communication, il faut être là. Et puis notre plus grand allié, c'est le temps. Il faut être patient. D'accord. Monsieur le directeur, sur ce que M. Pacheco vient de dire, il faut que j'y réagisse. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait sur cet aspect-là, notamment sur l'agriculture. Mais ce n'est pas par hasard qu'on est premier producteur mondial de café cacao. Ce n'est pas par hasard si on est nous sommes parmi les premiers producteurs. J'ai failli dire, nous sommes le premier producteur mondial d'anacarte. Nous ne sommes pas mal positionnés dans le palmier à huile. Nous ne sommes pas mal positionnés dans l'EVA. L'État de Côte d'Ivoire a fait énormément dans l'agriculture. Maintenant, les jeunes ne se sont pas appropriés, les jeunes Ivoiriens ne se sont pas appropriés l'agriculture. Parce que, dans notre entendement, on mettait plutôt l'accent sur l'école plutôt que sur l'agriculture. On nous disait toujours, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est à partir des résultats de l'agriculture que tout ce que nous avons comme université,
grande école, route. Et nous-mêmes, c'est là que c'est là que l'État a eu les ressources pour financer tout cela. Mais comment se fait-il que nos jeunes gens ne se sont pas appropriés l'agriculture par la suite? Des choses ont été faites. Souvenez-vous du temps du président Bédié, lorsqu'il y a eu les programmes de fonds sociaux, qui avaient pour objectif également d'insérer les jeunes gens dans l'agriculture. Aujourd'hui, avec l'agence emploi jeune, beaucoup est fait. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas encore de résultats, mais je crois que beaucoup est fait. J'avais l'obligation de réagir. D'accord, c'est bien dit. Alors parlons de solutions effectivement, puisque le phénomène existe, que les enfants sont, pendant qu'on parle, sont dans la rue en train de se chercher, comme on dit à Djamé. Comment on peut sortir de cette situation, M. Seriro? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? L'État a institué il y a à peine 2 ans l'école obligatoire. Jusqu'à 16 ans, il faut les envoyer à l'école. C'est un début de solution? Bon, de manière formelle, c'est un début de solution. Mais dans la pratique, on voit que c'est tout autre. Hein. En réalité, l'école n'est pas gratuite. Ça, il faut pas se leurrer. École obligatoire. Bon, que ce soit l'école obligatoire ou l'école gratuite, je dis que c'est un leurre. Parce que nous sommes au quotidien, nous vivons la réalité. Aujourd'hui, l'école est plus un luxe qu'une nécessité. Ça veut dire que même les familles qui n'ont rien ont des problèmes pour scolariser leurs enfants. On a des problèmes pour scolariser leurs enfants aujourd'hui. Allez-y voir à l'université, vous verrez que l'inscription qui hier était 6 000 francs est passée à 70 000 francs pour le premier cycle, le second cycle 90 000 francs, le troisième cycle 100 000 francs. Vous allez-y dans les écoles primaires, vous verrez, il y a aujourd'hui des inscriptions en ligne, des frais annexes et autres, on en parle chaque fois et on sait plus ou moins que ce n'est pas une réalité. Et moi je pense que pour revenir aux conséquences relativement au thème qui nous réunit ici ce matin, dans les causes on a omis le caractère véhément de ces jeunes-là qui plus ou moins sont dans la rue et qui agressent. Oui, il faut dire que, voilà, oui, mais effectivement, non, parce que ce qui les amène à agresser la plupart du temps, il faut dire qu'il y a des causes. Bon, au nombre de ces causes-là, nous, on peut enregistrer des causes militaro-politiques. Parce que, figurez-vous que depuis 2002, je prends un exemple, des enfants qui sont nés en 2002, aujourd'hui, ont quel âge? Ils ont pratiquement 16 ans. Les enfants qui sont nés en 2000 ont 18 ans. Pour ceux de 16 ans, ceux de 2002, jusqu'à aujourd'hui qui ont 16 ans, ils n'ont connu que la violence. Ça, il faut être réaliste. Ils n'ont connu que la violence. Ça a été une succession de violences. Donc, du point de vue sociétal, ils se sont retrouvés en train d'être influencés par cette violence-là. Et c'est ce qui a occasionné, pour la plupart d'entre eux, ce caractère véhément qui les amène à agresser sans état d'âme. Donc là, on accuse directement la société. Oui, la société. Et c'est pour cela, à ce niveau-là, pour, de manière spécifique, endiguer le fléau des enfants en conflit à la loi, parce que moi je veux plus m'accentuer sur ça. C'est vrai que la vulnérabilité est un thème un peu plus vaste, mais je veux qu'on s'accentue sur ça parce que c'est ce phénomène qui a endeuillé beaucoup de familles et qui fait peur. Et donc à ce niveau, nous au niveau du cri du peuple, on a des solutions. Et antérieurement, on avait fait même une déclaration lors d'une conférence de presse, du moins une conférence de presse dans Soir Info, l'article numéro je crois 68-88, où on avait évoqué la question des enfants en conflit avec la loi et nous avions donné des tentatives de solutions. Et nous avions dit qu'il faut que l'État mette sur pied une unité spéciale à l'image du BAT, la brigade antiterrorisme, pour éradiquer totalement ce phénomène. C'est vrai, l'insertion. Brigade va s'appeler comment? Bon, l'État va trouver la formule, mais nous faisons des propositions en tant qu'acteurs de la société civile. Voilà, il faut que l'État mette sur pied, qui va s'occuper des questions relativement à ces enfants qui commettent des crimes et autres. Qui, c'est vrai, vraisemblablement, l'État fait des efforts pour les insérer, les former, les identifier et tout ça. Mais nous pensons que ça ne suffit pas. Il faut aussi une mesure répressive. Et en plus de ça, il faut que l'appareil judiciaire aussi s'implique dans cette affaire. Parce que souvent, on a tendance à dire que ces enfants sont mineurs, mais je crois que dans le droit des minorités, il y a une catégorisation. Il y a des enfants de 0 à 10 ans, il y a des enfants de 10 à 13 ans, peut-être dont les actions ou les actes peut-être ne sont pas qualifiés d'un point de vue juridique, relativement au code pénal, mais et les enfants de 16 ans et plus, qui sont mineurs. Je crois que pour ceux-là, il y a un tribunal d'enfants qui est là. Et depuis ce phénomène se passe dans notre pays, on n'a jamais eu de résultat d'une enquête qui a été diligentée pour ne serait-ce que siéger sur la question. Au moins, si ces enfants passent devant un tribunal d'enfants et que les faits peut-être qui leur sont reprochés ne font pas l'objet de les condamner, au moins on aura
une satisfaction, nous, en tant que population, de dire que notre appareil judiciaire fonctionne normalement, mais ce n'est pas le cas. On n'a jamais eu cela, on n'a jamais, le tribunal d'enfants n'a jamais perpétré une enquête, et aussi en Côte d'Ivoire, on a cette manie-là de ne pas donner les résultats des enquêtes. Alors, vous proposez simplement, on reviendra à vous, que des enfants qui ont été pris peut-être sur des faits de violence, il faut qu'on les condamne. Il faut qu'on les juge. Monsieur le directeur général, c'est que vous allez dire non, il faut les resocialiser. Non. Au-delà, je veux quand même attirer votre attention sur le fait que c'est de nos enfants qu'il s'agit. Ouais. Effectivement. On a tendance à croire qu'on va les tuer. Non, je ne dis pas Non, je parle de façon générale. Des parents peuvent s'arrêter et dire tuez-les, faites comme si. Mais c'est nos enfants. On ne tue pas son enfant. Nous ne sommes pas une société qui allons promouvoir l'infanticide. Nous devons prévenir, nous devons les redresser. Mais nous ne devons pas les tuer, c'est nos enfants, c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites que nous devons les redresser. On doit les redresser. Et pour ça, contrairement à ce que vous dites, c'est vrai que je ne suis pas du ministère de la Justice, mais il y a plusieurs centres, il y a un centre d'observation des mineurs ici. À Dabou, il y en a. À la Maka, il y en a. C'est vrai que ce n'est pas de bon emplacement, nous dit-on, mais en tout cas, c'est une problématique qui est là. Mais ensuite, quand vous avez pris un enfant, je dis bien un enfant, mais vous allez le juger comment? On ne peut pas le juger. Et pourquoi? Mais la loi ne vous permet pas de juger un enfant. Non, légalement, vous ne pouvez pas juger. Il n'est pas pénalement responsable. Il y a la justice des mineurs. Ça dépend, il y a une justice des mineurs déjà. Justice des mineurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, si je me réfère à ce que je sais, non, ça dit je pense qu'on peut dire qu'il faut trouver une formule pour redresser les mineurs. Mais je ne pense pas qu'il faille trouver une formule pour mettre les mineurs en prison. Est-ce que la formule trouvée par l'État, qui est la resocialisation, est la meilleure formule? On va revenir sur ça, sur la resocialisation, parce qu'actuellement, aujourd'hui, au niveau de l'Office du service civique national, c'est vraiment ça notre enjeu. La prévention, d'abord. Il faut communiquer, il faut prévenir, il faut assister, il faut aider pour qu'on ne bascule pas. Maintenant, lorsque le jeune commence à basculer, c'est vrai que nous, on ne parle pas d'enfants au niveau du ministère de la Jeunesse. Nous parlons de jeunes. Nous n'adressons pas la question des enfants. C'est un autre outil qui les adresse. Nous, on a un dispositif qu'on appelle le SCAED, qui a été activé par le gouvernement, qui permet justement de traiter ces jeunes gens en voie de marginalisation. C'est une expression nouvelle aussi, en voie de marginalisation. Mais c'est des enfants vulnérables. Non, c'est des enfants vulnérables qui sont en train de s'exclure de la société, qu'on récupère, qu'on resocialise. Même là encore, le mot resocialiser, si on rentre dans la sémantique, ça va être très compliqué à expliquer. On fait en sorte qu'ils essaient au moins de se comporter de façon convenable. Je vous donne juste 2 minutes d'exploration sur les centres que nous avons en ce moment. Nous avons lancé un projet financé par l'Agence française de développement et un autre financé par l'Union européenne et l'UNICEF, appuyé par le gouvernement ivoirien certes, pour pouvoir prendre dans des centres de services civiques des jeunes gens. On a ouvert à Bemresso, à Songo. On a essayé avec les ONG d'identifier ces jeunes gens qui doivent rentrer sur les centres de services civiques. Mais ça va vous surprendre. Nous pensions qu'il y en avait partout dans la rue. Mais quand on a commencé le profilage, on en trouvait peu. Vous dites que vous travaillez avec les ONG, vous allez vers les ONG, on les voit, ces enfants, par exemple, à Djamé, on les voit. Comment vous dites, par exemple, que quelquefois c'est difficile, quand on fait le profilage, c'est difficile de les avoir. Oui, Monsieur Pacheco, à Djamé, il y en a, on les voit, n'est-ce pas? Oui, moi, je remercie déjà le directeur. Il a posé un problème qui m'a fait rire un peu. Quand il a dit, par exemple, à l'enfance, il faut le réveiller, matin, la discipline, c'est ça. Quelqu'un qui est livré à lui-même, qui dort dans les marchés. C'est pourquoi je vous ai dit, notre plus grand allié, c'est le temps. Il faut être patient. Il faut communiquer. Et puis, je vais demander au DG, c'est vrai, les ONG existent. Mais nous, prenez un peu l'exemple sur la France, où on parle des grands frères. C'est nous qui sommes les grands frères dans la rue. C'est nous qui pouvons parler avec eux. C'est nous qui savons les problèmes qu'ils ont. Moi, je crois que peut-être après cette émission, on va échanger les numéros. Nous, on va vous envoyer sur le terrain. Par de nature, ces enfants sont des menteurs. Sont des menteurs. Il faut les mettre en confiance. Quand ils ont confiance en vous, et puis tout vient. Mais ce n'est pas facile. Ah ouais. Et puis, je vais rejoindre l'autre. La répression n'est pas la solution. Si on peut réprimer, on va les détruire. Mais, comme je l'ai dit au DG, vous voyez tout ça là, c'est organisé. Les enfants en conflit à la loi, ils ont toujours un leader. Nous, en général, nous, on pêche les leaders. On le fait changer. J'en ai plein qui ont fait 5 fois la maca, 6 fois la maca. S'ouvre, on vient sur le terrain, ils ont fait la maca, eux-mêmes sont sortis, vieux père, je ne veux plus aller en prison. Il dit, comme tu as décidé de changer, parce que moi, je ne peux pas te faire changer tant que tu ne veilles pas. Tu as décidé de changer. Aujourd'hui, ils sont véhiculés, ils ont des voitures.
ils sont mariés. Ce que je peux vous dire, c'est le temps que doit être votre allié. Une fois il change pour de bon. Et vous leur demandez aussi de descendre sur le terrain, de venir vous rencontrer. De venir voir, c'est ce que je veux. Faut venir, parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut vivre la chose. Vous en avez combien à peu près que vous côtoyez au quotidien, que vous rencontrez? Au quotidien, 200, plus la gare en face de Agban, Jenny Kobena, c'est notre gars. On a reçu un sérum au moins une centaine. À travers notre boîte de sécurité, on en a 200. Dans l'entretien, il y a peut-être 100. Ah, vous les occupez, donc nous ces jeunes gens? On les occupe. On les occupe dans les zones. On fait tout. Parce que tu lui dis d'arrêter, mais il faut l'occuper. Ouais. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est vrai, on les occupe. Ils ont moyen à quelque chose, mais ils n'ont pas de formation. C'est ce que nous recherchons en réalité. D'accord. Allez-y, monsieur Sénégal. Voilà, quand le DG mentionne le fait que en les approchant pour les insérer, ça se fait de manière volontaire, je voudrais lui poser une simple question. Ceux qui viennent de manière volontaire, ça c'est un autre aspect. Mais est-ce ceux qui refusent de venir, ces derniers-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Merci pour cette question. On dit toujours que nos structures ont des missions. On ne fait pas tout. Chez nous, en tout cas, à l'Office du service civique, l'État a décidé que ce soit quelque chose de volontaire. Voilà, nous, il n'y a pas d'obligation. Peut-être ailleurs, dans un autre dispositif qui n'est pas le mien, en tout cas, qui n'est pas le nôtre, on peut parler de contraintes là-bas. La justice, peut-être. La sécurité, peut-être. Mais à l'Office du service civique national, c'est volontaire. La personne qui dit ça ne m'intéresse pas, mais on n'est pas obligé de le retenir. À Bembresso, à Sassandra, nous avons fait le profilage avec les ONG. On les a transportés. On a fait la visite médicale. On les a envoyés sur le centre. Lorsqu'ils sont rentrés sur le centre, il y en a qui ont dit non, moi ça ne m'intéresse plus. On a ouvert les portes. Ils deviennent quoi, ces enfants? Mais on les ramène chez eux. Moi, le problème... Vous voyez, donc l'aspect volontaire là, c'est très important. Mais est-ce qu'il ne faut pas finalement trouver aussi une solution pour ceux qui ne veulent pas? Je veux ajouter un truc. J'arrive. Ça dit, sur l'aspect, je dis pour l'instant, nous on travaille sur le volontariat. C'est vraiment volontaire. Il n'y a pas de contraintes. Et comme notre ami Pacheco l'a dit, maintenant, ils sont très peu ceux qui accepteront de partir. Ah, mais c'est ça, évidemment. Non, il y en a qui viennent. On ne peut pas sauver tout le monde, c'est vrai. Mais on fera le maximum. Mais où je remercie l'intervention de Pacheco, c'est ça ce que nous recherchons. Nous, en tant qu'administration, en tout cas nous, en tant que l'office, en interne, nous n'avions pas la capacité de connaître la cible. Ce n'est pas notre métier, cette cible-là. C'est vrai qu'on nous demande de gérer la cible, mais il faut que nous nous appuyons sur ceux qui ont une meilleure connaissance de la cible. C'est pour cela que nous avons signé des contrats avec les ONG et avec la Fondation Amigo, qui a des centres de resocialisation à Yopougon. Et on a signé des conventions avec les assistances, comment on appelle ça, le ministère des Affaires sociales, les centres sociaux. On a signé des conventions avec les centres sociaux à Tekoubé, à Bobo, à Nyama, Marcory, pour nous permettre de connaître justement ces jeunes-là. Mais vous nous offrez une possibilité, c'est de vous saisir également. Mais ça nous intéresse. Alors, M. Pacheco, est-ce que comme M. le directeur, j'arrive à vous chérir, M. le directeur dit, c'est ceux qui acceptent de venir, c'est ceux-là qu'on va former. Ceux qui ne veulent pas, ils restent là où ils sont. À votre avis, donc, on ne va pas régler le problème maintenant? Si, on peut régler le problème. De toutes les façons, on ne peut pas les forcer. Parce que même quand tu veux ton enfant à l'école, ça n'a pas marché, il faut lui demander qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, moi, la question était là peut-être. On les impose une formation. Je veux savoir. Bon, excusez-moi. Par rapport à Bembresso, le projet dure 12 mois. Pendant 3 mois, on a un encadrement de type militaire. Où le jeune homme est mis face à l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne l'autorité. Et à se soumettre donc. À se soumettre, à se respecter soi-même, à se raser, à se laver, à se brosser et à manger à une heure régulière. Tout à l'heure, j'ai dit qu'à ma grande surprise, c'est quelque chose qui a semblé difficile. C'est tout à fait naturel pour moi de me réveiller à 6h du matin et de me coucher le soir à 20h30, 21h. Mais pour d'autres, ce n'est pas évident. Il faut réapprendre cela. Après ces 3 mois de resocialisation, nous avons 6 mois de formation qualifiante. Très bien. Monsieur Seri, allez-y. Oui, au fait, nous ne sommes pas contre le fait qu'il faut insérer ces jeunes-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, même nous, dans nos séries de propositions, si vous lisez bien notre déclaration du vendredi 22 septembre 2017, vous verrez qu'on a proposé l'insertion de ces jeunes-là afin de les resocialiser. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'en marge de cela, il faut aussi des mesures contraignantes. Il faut des mesures contraignantes parce que, voyez-vous, un jeune qui sort le matin
qui prend une arme à feu ou bien une arme blanche chez lui à la maison et qui sort dans l'intention, c'est-à-dire l'esprit déjà prédisposé à aller agresser un individu et lui arracher ce qu'il a, c'est un acte prémédité déjà. Et donc, il faut qu'à ce niveau, l'État puisse mettre sur pied un mécanisme nécessaire pour pouvoir gérer cette question. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même quand on a fait cette déclaration, les jours qui ont suivi, l'État a lancé l'opération Épervier. Mais l'opération Épervier visait quoi? Visait d'éradiquer ce phénomène. Parce que les tueries se faisaient maintenant en cascade. La jeune fille étudiante qui est décédée à Yopougon-Lubafrique, suite à elle a été poignardée par un jeune microbe. Vous aviez le cas du policier à Yopougon-Sable qui a été agressé aussi par des jeunes microbes. Donc l'intention derrière créant l'opération Épervier, c'était d'éradiquer ce phénomène. Ce qui veut dire que la mesure contraignante n'est pas exclue. Si. C'est pas exclu. Donc oui. Il faut aussi l'envisager. Vous avez raison, M. Seri. C'est vrai. L'opération Épervier, toutes les opérations dont vous parlez, ne visait pas spécifiquement, j'ai failli dire, la conséquence. Le microbe, ou bien, je ne veux pas utiliser cette expression qui n'est plus de la mode, l'enfant en conflit, l'enfant en conflit, pas pourquoi on il est la conséquence de quelque chose. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la drogue. Les grands vendeurs de drogue, c'est ceux-là qui utilisent ces enfants comme des petites mains. Pacheco disait qu'il y a un leader, c'est lui qu'il faut viser. C'est là. Il y a même des mains qui sont tapis dans l'homme même. Pardon? Qui parrainent. Il y a même un tapis dans l'homme qui parraine ces jeunes par moment. Oui, oui, certainement. Certainement. Maintenant, la responsabilité de l'État, c'est d'éradiquer ces grosses têtes-là. Une fois qu'on a éradiqué cela, en ce moment, les enfants peuvent être aidés à sortir de là. Très bien. Les enfants vulnérables qui deviennent un danger pour la société, M. Pacheco, vous pensez qu'on peut mettre fin à ce phénomène et comment? Ce sera votre dernier mot. Bon, moi, j'ai espoir. On peut mettre fin. De toutes les façons, ce sont des enfants. Maintenant, c'est la manière... La solution que nous cherchons tous. J'ai pris Dieu qu'on ait cette solution. Dieu merci, le DG est là. Parce que moi, j'ai foi en ce qu'il dit là. Parce que former quelqu'un et le suivre au moins 3 mois, c'est très important. Moi, j'ai foi. On peut. Mais pourvu que chacun s'y mette. L'État ne peut pas faire ça seul. L'État ne peut pas. Il faut que nous accompagnions les mesures que l'État met en place, nous les parents. Et vous êtes ouverts, disposés à accompagner? Nous sommes ouverts, nous sommes disposés à accompagner. Seri Harold, ce sera votre dernier mot aussi. Mon dernier mot, okay. Comment en sortir définitivement? C'est ce que nous avons proposé tout à l'heure. Pour sortir de ce phénomène-là, il faut que les responsabilités soient situées de part et d'autre. Voilà, il faut impliquer notamment les familles, il faut impliquer, comment on appelle ça, la responsabilité de l'État, des individus aussi. Et donc, à tous ces niveaux-là, il faut vraiment faire la promotion à ce niveau. C'est vrai, l'État fait beaucoup, mais il faut aussi aider l'État à faire davantage. Et c'est ce que nous avons comme rôle en tant qu'acteurs de la société civile. Maintenant, en guise de mot de fin, je voudrais vraiment saluer vraiment Jérôme Kouakou pour cette lucane que vous nous offrez constamment, de pouvoir en tout cas véhiculer notre mode de pensée relativement aux actions que nous menons sur le terrain. Je remercie aussi la présence effective du DG qui, en tout cas, malgré son calendrier très chargé, nous a fait la modestie en tout cas d'être là et d'échanger avec nous. Et donc vraiment je voudrais remercier la RTI, mais en même temps aussi appeler tous ces jeunes frères en tout cas à une prise de conscience véritable. Une prise de conscience véritable et leur dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire en tout cas dépend d'eux. Et donc à ce niveau-là, il faudrait qu'ils puissent ôter de leurs habitudes ce caractère violent qu'ils ont, ce caractère à vouloir vraiment déposséder autrui de ce qu'il a. Je crois que c'est dans cette perspective idéologique qu'on pourra construire une nation forte et dynamique, une patrie en tout cas qui sera au service des individus. Monsieur le directeur général, il vous revient de conclure. Il faut retourner aux valeurs premières, le civisme, vous me direz, pour terminer. La Côte d'Ivoire s'est bâtie sur 3 valeurs. L'union, la discipline et le travail. Union, discipline, travail, c'est ça le civisme. C'est-à-dire si on veut résumer le civisme, ce sont ces 3 notions-là qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Et la Côte d'Ivoire a bâti son développement sur cela. Nous ne venons pas de la même région, nous ne sommes pas de la même ethnie, nous ne sommes pas de la même religion, mais nous avons cohabité en paix. On était unis. On était disciplinés parce qu'on respectait les autorités. On respectait les papas, on respectait l'aîné, on respectait son éducateur et on respectait les politiques. Avec la crise que nous avons connue, vous avez vu que tout ça c'est plus ou moins effiloché. Tout ça s'étant effiloché,
Le travail, on ne fait plus avec la négation du travail. Même quand on a un travail, on triche avec. Quand on dit qu'on doit venir au travail à 8 h et puis partir à 16h30, on ne fait même pas ça. Et pourtant, à la fin du mois, on est exigeant sur la rémunération. Mais si le parent lui-même qui a ce travail a ce comportement, quel modèle donne-t-il à son enfant? Donc, pour conclure, pour nous, le civisme, c'est d'abord l'union, c'est la discipline, c'est le travail. Vraiment, merci à vous de nous avoir donné cette lucane pour présenter l'Office du service civique. Présenter très brièvement le ministère de la promotion de l'emploi, la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique. Mais surtout vous dire que nous sommes à votre disposition. La cible que nous adressons aujourd'hui est une cible nouvelle. La problématique des enfants en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire, c'est un comportement nouveau. Nous appelons ça les nouvelles formes de violence. Ce n'est pas comme ça la violence était en Côte d'Ivoire. La violence que nous connaissions, était une violence individuelle. C'est un individu seul qui s'élève, qui commet une violence. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cas où c'est une violence en bande. Mais pire, en bande de personnes qui ne sont pas pénalement responsables. Donc, on ne peut pas traiter d'une certaine façon. Donc, on est obligé vraiment de faire preuve d'imagination, d'innovation pour adresser la cible. Et en toute modestie, la compétence de la connaissance de cette cible, ce n'est pas nous. C'est vous les acteurs. C'est les familles. Donc, on va venir à vous. Ceux que vous avez, ceux que vous connaissez, qui peuvent intégrer le dispositif, ils sont les bienvenus. Pour d'ici la fin de l'année, nous avons encore 600 places à fournir. Je vous l'ai dit, les effectifs attendus dans nos 2 centres n'ont pas été atteints. Parce qu'il y en a qui sont venus, qui sont répartis. Il y a de la pédagogie, il y a de la communication, il y a de la sensibilisation à faire autour de ce dispositif. Mais surtout, on a besoin de vous pour leur insertion. Parce que quand ils vont sortir du centre, il n'est pas question de les laisser retomber. Parce qu'on ne va pas mettre autant de ressources dans la resocialisation, autant de ressources dans la formation, pour qu'après, on n'aille pas au bout de la logique. Très bien. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Prise en charge des enfants vulnérables, quelle solution efficace? C'était le thème de cet autre numéro de 50 minutes pour convaincre. Il y avait sur ce plateau M. Mamadou Touré, directeur général de l'Office du service civique national. Il y avait aussi Siri Hérold, président du mouvement Le Cri du Peuple. Et puis notre ami d'Adjamé, Sanogo Daouda, connu sous le nom de Pacheco, secrétaire à la coordination des filles et fils d'Adjamé. Merci à tous les 3 d'être venus. On pense avoir été à la hauteur des échanges. Ce n'est pas une fatalité d'être enfant vulnérable. On peut en sortir, il suffit d'un peu de volonté. Merci à vous tous pour votre fidélité à Radio Côte d'Ivoire. Merci à Régis Kofi. Merci à Désiré Damo qui a assuré les manettes sonores. Excellente journée à vous tous et à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre.
Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire. Pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h. Sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Fatim Djedje. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche en direct des studios de Radio Côte d'Ivoire pour une heure de débat et d'échange avec mes invités autour de l'actualité internationale. Et ce dimanche, je suis accompagnée de mon confrère Thomas Guessambi, journaliste à la RTI. Bonjour Thomas. Bonjour Fatim, bonne fête des mères, toi la potentielle puissante mère. Et bonne fête à toutes les mères du monde. Et de politologue Dr Ablonon. Bonjour William. Bonjour à tout le monde. Messieurs, on ira au Venezuela où le chef de l'État sortant Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec près de 70% des suffrages. L'opposition et la communauté internationale contestent ces résultats. Que lui reproche-t-on vraiment? Pourra-t-il aller au bout de son mandat? On reviendra aussi sur l'imbroglio politique qui se poursuit en Italie. 4 jours après avoir été désigné à la tête du gouvernement, Giuseppe Conte n'a toujours pas été en mesure de former le premier gouvernement populiste dans ce pays fondateur de l'Union européenne. Alors quels sont les points de crispation et pourquoi le programme économique du futur gouvernement italien fait peur à l'Europe? Mais on commence avec l'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso font face au terrorisme. Qui sont les djihadistes présumés et comment s'organisent ces deux États? Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso a subi depuis 2015 3 attaques djihadistes qui ont fait au total près de 60 morts. Le 2 mars dernier, au moins 8 personnes ont été tuées, 85 autres blessées dans l'attaque contre l'état-major des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. Et mardi 22 mai, 3 djihadistes présumés sur 4 ont été tués au cours d'une opération des forces de l'ordre dans la capitale. Et selon la procureure du Burkina Faso, ces derniers projetaient une attaque et auraient un lien avec les attentats du 2 mars. Messieurs, le Burkina Faso semble être devenu une cible récurrente du terrorisme. Pourquoi, selon vous, Thomas Guessambi? Merci Fatim. La question mérite d'être posée puisque ce sont les vies humaines qui sont en jeu. Et en matière de terrorisme, on n'est jamais assez loin du rayon ou du champ de rayonnement de ce visage de la mort qu'on qualifierait difficilement. Alors qu'on croyait que le phénomène devrait peut-être se dérouler dans cette zone sahélienne où des bandes devraient établir leur territoire et se livrer à toutes sortes de contrebandes, toutes sortes de trafics, on assiste malheureusement à l'extension du voile du terrorisme. Mais ce voile-là, aussi longtemps que le président Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso, n'arrivait pas à toucher les frontières du Burkina, ni encore moins à aller jusqu'à atteindre le cœur du pays, à Ouagadougou. Donc, ce qu'on a peut-être vu au Mali, au Niger, au Tchad, pour dire qu'il fallait vraiment se concentrer et réduire le terrorisme à sa plus simple expression. Désormais, le terrorisme devient comme un tétanos pour lequel on n'a pas encore trouvé de remède véritable. Et dans la dynamique, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'un homme du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, M. Liad Ghali, qui va jusqu'à avoir l'outrecuidance à la fois d'attaquer dans l'extraterritorialité, si vous voulez, l'ambassade de la France, une grande puissance, et en même temps aussi aller s'attaquer à l'état-major qui était en train de se réunir sur la question pour voir comment. Est-ce qu'on devrait dire il y a des complicités internes qui favorisent ces genres de situations? On va y arriver. On va en parler. Voilà. Même question pour vous, docteur Ablonon. Comment expliquez-vous que le Burkina Faso, justement, qui était préservé jusqu'alors, est devenu une cible privilégiée? Je ne sais pas si c'est une explication, mais ce que je pense, c'est que ces attentats nous rappellent que
l'Afrique n'est pas en marche du monde. Parce que très souvent, on a l'impression qu'il y a des phénomènes qui concernent les autres et pas l'Afrique. Et ces attentats nous rappellent que l'Afrique est bien au cœur des enjeux stratégiques et que la question du terrorisme n'est pas du tout étrangère au continent noir. Mais pour le cas du Burkina, je crois qu'il y a plusieurs indices, il y a des éléments historiques et stratégiques peut-être qui nous permettent de comprendre un peu plus pourquoi le Burkina, parce que il ne faut pas oublier le rôle historique que le Burkina jouait justement dans la lutte contre le terrorisme, le rôle que l'ancien chef d'État burkinabé jouait dans les négociations lorsque des otages européens ou occidentaux, ou du moins des Européens ou occidentaux avaient été pris en otage dans la région sahélienne. Donc je pense qu'il y a des éléments qui permettent de bien comprendre pourquoi le Burkina, et d'ailleurs ce ne sera pas que le Burkina malheureusement. Ben justement, parce que là, vous êtes en train de laisser entendre, et je vais justement confirmer vos propos avec un article, un extrait donc, que je vais vous lire, pour identifier ces terroristes et surtout comprendre pourquoi cette recrudescence après la chute de Compaoré. Alors, il y avait un article dans Libération de Maria Malagardis qui avance donc cette théorie intéressante que vous avez déjà vous-même dénoncée. Il nous dit que nombreux sont les habitants à s'interroger sur les liens entre ces attentats et le régime déchu de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir fin 2014. Et avant sa chute, Compaoré est en relation étroite avec des djihadistes, notamment avec Yad Ag-Ghali, qui, sous le règne de Compaoré, avait fait de Ouagadougou sa base arrière, installée dans une suite de l'hôtel Laïko. Il y fréquentait notamment le général Gilbert Diendéré, ex-patron de l'armée jugé pour avoir participé à une tentative de coup d'État en septembre 2015. Alors, existe-t-il un lien entre ce procès et les attaques? Impossible de l'affirmer. Reste que la chute de Compaoré a déstabilisé un maillage de réseau qui faisait de l'ex-président un intermédiaire incontournable face aux djihadistes. Jusqu'à la fuite de Compaoré, le Burkina avait été épargné par les attaques terroristes. Depuis, il en a subi plus d'une cinquantaine qui ont fait plus de 130 morts. Donc, réaction, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Thomas. Pour être plus direct, est-ce qu'on doit voir dans les actes terroristes que de l'extrémisme religieux? N'y a-t-il pas autre chose qui se trame parfois derrière les attentats terroristes? Le président lui-même, Roch Kaboré, a évoqué la quête de pouvoir, la cupidité, mais aussi la vengeance comme motif des assaillants lors des précédentes attaques. On peut pas exclure d'autres causes que celle de l'extrémisme religieux. Oui, le mal existait déjà et nous l'avons déjà dit ici dans ce studio, l'injustice, les inégalités sont des terreaux que peut récupérer aussi facilement le terrorisme. Quelqu'un même s'est posé la question, sommes-nous devant la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité? La question reste toujours posée. Mais toujours est-il que le djihadisme a commencé naturellement par des mouvements salafistes. C'est aujourd'hui qu'on parle un peu plus de terrorisme. Mais depuis fort longtemps, le terrorisme avait déjà un visage ou dans religieux, un camp, parce qu'il y a terrorisme politique. Bien entendu. Ou dans un camp, on a des hommes et des femmes avec leurs convictions religieuses qui pensent que surtout l'islam originel ou authentique est en train d'être dévoyé par l'Occident et qu'il fallait se battre par tous les moyens pour garder l'authenticité de l'islam. Mais ça touche plus ce Maghreb peut-être, ou les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient. L'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne était préservée du radicalisme. Vous savez que le Nigeria a un fort pourcentage de musulmans. Vous savez que au Niger, c'est la même chose. Le Niger, le Nigeria, le Bénin qui partagent la même frontière, le Nord Mali, le Burkina. Donc forcément, si vous voulez, il y a eu quand même un relent religieux et ce relent religieux aussi qui comprend des intelligences, prêche aussi aujourd'hui aux jeunes, prêche à des gens qui sont suffisamment déjà découragés du système sur certaines notes
pour que leur cause soit entendue et qu'on les accepte. Mais là où il n'est pas seulement religieux, il balance aussi sur la question identitaire. C'est là qu'on peut aussi craindre, de sorte que le renseignement qui pourrait aider la force publique, les militaires pour lutter contre le danger, ce renseignement-là n'est plus fourni parce que on pense dans une certaine région qu'on s'attaque beaucoup plus aux membres d'une communauté plus que à des bandits. Et donc, ça rend encore la situation beaucoup plus difficile. Et pourquoi le Burkina? Vous savez très bien que dans la zone qu'occupaient les chefs djihadistes, il y a quand même une action qui est menée contre eux. Et vous savez que c'est quand même à côté de la défense de la religion, toutes sortes de trafics. Et aujourd'hui, il n'est pas à craindre, comme je suivais cette semaine de près une conférence qui s'est tenue à Abidjan ici à l'initiative du Conseil de l'Entente, du gouvernement de Suisse et d'un institut de formation à la sécurité de Dakar, l'ISS, où il est question pour les djihadistes aujourd'hui de trouver un moyen pour avoir un bras de mer. Là où la zone a été complètement circonscrite, il est question maintenant pour eux de descendre pour avoir accès à la mer, pour continuer leur trafic, parce qu'à la vérité, ce n'est pas seulement la religion qu'on défend, mais c'est beaucoup plus des affaires. Un mot, Dr Ablenon. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, moi, je ne crois pas du tout au terrorisme religieux. Je ne crois pas qu'une religion demande du terrorisme. Toutes les religions, telles que je le sais, sont prônent la paix. Et puis, il suffit d'observer un peu la trajectoire de ces acteurs-là et on se rend compte que leurs motivations ne sont pas religieuses. La religion est peut-être un habillage, un prétexte ou une stratégie pour coopter les gens plus facilement, mais il n'y a pas, à mon avis, de terrorisme religieux. Ça, c'est un. Deuxième élément, je pense qu'il faudrait que les Africains renoncent un peu à regarder le terrorisme comme le font les Occidentaux. Et parce que, de toute évidence, la stratégie occidentale a échoué parce qu'ils ont développé des armes que nous n'avons pas, ils ont mis en place des moyens militaires dont nous ne disposons pas et ils n'ont jamais pu régler la question du terrorisme. Donc, si nous nous inscrivons dans cette stratégie, dans la même stratégie, que nous n'obtiendrons rien et ce sera pire puisque nous n'avons même pas le moyen. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre un peu un certain nombre de pratiques. J'ai trouvé un peu l'article sur l'ancien président du Burkina un peu tendancieux parce que je me dis, la question n'est pas de se demander est-ce que c'est de la vengeance, c'est un moyen politique, etc. Mais c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette manière de faire, de ce savoir-faire, puisque manifestement, pendant des années, il a quand même pu préserver la région, il a pu préserver d'autres pays, il a su mettre en place à quel prix, une forme... À quel prix? Qu'est-ce qu'on en sait, nous, des tractations et de ce qui s'est négocié? Aucun prix ne sera plus élevé que le sang qu'on verse aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des pratiques. Il y a une spécificité qu'il faut regarder. Peut-être qu'il y a des formes de dialogue qu'il faut mettre en place parce qu'on ne peut pas dire on va les pourchasser. Ce n'est pas du gibier. On va en tuer combien? Il en restera combien? Il en restera toujours parce que plus on tue ou plus on cherche à en tuer, plus on cherche à réprimer, plus on cherche à développer la réponse militaire, plus ça s'accroît. Ça n'a rien. Vous nous dites que vous contestez l'aspect religieux. Oui. Donc, laissons de côté la répression. Parlons aussi de l'aspect préventif. Oui. Si on ne sait pas l'origine de ces terroristes, si on n'arrive pas à les identifier, comment voulez-vous agir? Si ce n'est pas l'aspect religieux... Heureusement, tous les États du monde aujourd'hui ont des services de renseignement et à moins vraiment de ne pas vouloir les entendre, tout le monde sait à peu près où les choses se crament. Tout le monde sait à peu près, surtout quand vous êtes en Afrique de l'Ouest. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Libye. Même en Occident, sur leur propre territoire, ils n'arrivent pas à prévenir, à empêcher toutes les attaques, malgré tous les services de renseignement. Mais ils ont toujours les indices. Par exemple, les attentats de Paris, on sait que le Maroc, les services de secret marocains ont informé les Français qui n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc, il y a des éléments. Et
ce n'est pas la peine, c'est parce qu'on compte tellement sur l'aspect militaire, on compte sur la dissuasion militaire, on compte sur des policiers qu'on met un peu partout, alors qu'eux-mêmes sont les premières cibles, sont plus vulnérables que même les populations. Donc, on compte sur ces éléments-là, au lieu de chercher à discuter, à rencontrer des gens qui ont peut-être des revendications, même si on n'est pas d'accord avec leurs revendications, même si on n'est pas d'accord avec les méthodes, si on n'est pas d'accord avec les moyens, parce que parmi eux, il y a beaucoup de banditisme, il y a de la haute délinquance, etc. Mais au moins, l'État gagne beaucoup plus lorsqu'il engage une forme de discussion avec ces gens-là. Et je pense, sans connaître le secret de l'ancien président comparé, mais je pense qu'il a su peut-être les mettre en confiance, il a su peut-être développer une forme de discours, de dialogue, qui a fait que les gens lui faisaient confiance, et même les Occidentaux, à un moment donné, faisaient confiance à ces interventions. Une version qui me semble un peu édulcorée. Revenons sur la précédente attaque. L'un des périmètres les plus sécurisés de la capitale avait été touché. Restent des questions troublantes. Pourquoi, déjà, portaient-ils des tenues militaires? Et les assaillants ont pu pénétrer quand même très facilement au sein de l'état-major. Thomas, vous le disiez tout à l'heure en filigrane. Doit-on se poser la question d'éventuelle complicité au sein de l'armée? Oui, forcément. Et il a parlé des services de renseignement, mais s'il y a complicité... Oui, forcément. Et vous savez qu'une des armes redoutables en matière de guerre, en matière de confrontation, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Et qui est peut-être un sous-ensemble du renseignement. Plus on en sait beaucoup plus sur l'ennemi, sur l'adversaire, et moins on est inquiet, et on est encore beaucoup plus rempli d'assurance pour venir à bout de l'ennemi. Mais là où je peux rejoindre Dr Rablonon, c'est la notion de la compréhension souvent de la nation, de l'intérêt communautaire, du destin communautaire, à la différence du destin individuel. Dès lors que nous appartenons à un pays, nous avons un destin collectif à défendre. Et on ne dit peut-être pas que Blaise Compaoré était un ange. Forcément, il devait avoir sa vie derrière un rideau, en dehors de la vie que nous puissions voir sous le projecteur. Mais le comble dans nos pays ici, c'est dès lors que je remplace X, il faut que je rebâtisse tout à zéro. Alors que l'État, c'est une continuité. On a vu en France, on a vu en Allemagne, je vais dire, quel que soit... Il n'y a pas de pays qui existe sans opposition et sans gouvernement. Mais quand la question se présente, on est d'abord un. On se réunit, on oublie nos divergences pour faire face aux dangers, et après, on peut parler naturellement de la politique de chacun. Donc, évidemment, est-ce que le nouveau président a pris vraiment soin de consulter, si ce n'est pas Blaise directement, l'administration qui est parti dans des conditions rocambolesques. L'administration qui a travaillé avec Blaise pour en savoir un peu plus sur quelle était la stratégie pour contenir à tous ces chefs djihadistes dont on sait qu'ils venaient par moments dormir à Ouaga, et pourquoi il n'y a plus encore cette contenance, et c'est Ouaga qui du coup devient un danger. Mais en même temps aussi, on peut se dire quel rapport Blaise entretenait. Est-ce que c'était dans un cadre légal? Que je posais. Est-ce que c'était dans un cadre légal ou pas? Et est-ce qu'un État doit continuer dans une telle dynamique avec des gens qui, à la limite, sont des dangers avec lesquels... Donc, toujours est-il qu'il fallait un jour affronter son destin en extirpant le mal. Mais dommage que même récemment, les dernières informations au Burkina faisaient état de ce qu'une partie de la population se plaignait des abus de l'armée. Qu'en fait, l'armée n'était pas la recherche des djihadistes, mais c'était un règlement de compte sur une certaine population. De ce point de vue, une telle population n'est plus disposée à collaborer, à coopérer avec le gouvernement, à coopérer avec les forces du pays pour lutter contre le mal. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on pense beaucoup plus à la préservation de l'intégrité ou bien des intérêts de notre communauté, qui est un sous-ensemble d'un grand pays. Donc, visiblement, c'est une question réelle, et on va en arriver tout à l'heure sur les deux autres chapitres, c'est-à-dire de la dynamique centrifuge où il y avait une certaine ouverture.
On est aujourd'hui pratiquement dans tous les domaines, que ce soit en économie, que ce soit en société, que ce soit dans une dynamique centripète où chacun se réfugie sur lui-même, et c'est ça le problème aussi. Ça, c'est le grand paradoxe de la mondialisation, le Voilà. repli sur soi de Voilà, chacun. exact. On continue dans la même veine avec le Mali. Le nord du Mali, lui, était tombé en avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Et ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, la MINUSMA, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature le 20 juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Alors, quelle est la situation du Mali face au terrorisme? Alors, avant de revenir sur les événements récents, vous allez voir que c'est quand même cocasse. On va soulever un autre lièvre sur le terrorisme qui semble avoir bon dos. Mais actuellement, où en est-on d'abord au Mali sur cette situation du terrorisme? Parce qu'on va parler de l'attentat. On suppose que c'est une bavure. Donc ça, on va en parler après. Mais qu'en est-il là? Quel est le point de la situation du Mali face au terrorisme? Le point, il y a que les Maliens qui, à un moment donné, avaient accueilli la force française Barkhane, commencent à se poser bien de questions pour une simple et bonne raison que le souhait de l'État malien, c'est d'avoir l'intégralité de son territoire. Alors qu'à la vérité, au constat, il y a des pans de territoire qui échappent au contrôle tout entier du gouvernement malien. Et tout Malien digne de ce nom ne peut pas se réjouir d'une telle situation. Moi, j'ai des amis journalistes maliens qui se posent mille et une questions. Mais en même temps, le problème a plusieurs facettes. Là où on ne comprend pas suffisamment l'action de la force Barkhane, qui devrait, à la limite, ayant repoussé l'ennemi, dit à l'État malien, récupère tes territoires, mais se pose toujours comme un rideau de fer qui empêche le Malien de voir le nord de son pays. Mais à côté de cela, comme je le dis, cette semaine, il a été question quand même d'échanges sur le sujet avec le Conseil de l'Entente. Et en même temps, l'actualité dit qu'il fallait 414 millions d'euros en termes de financement pour les G5 Sahel. Et les États-Unis, qui sont les grands pourvoyeurs, ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure. Est-ce que c'est encore là une autre façon de dire aux terroristes, tu as de beaux jours devant toi? Mais il y a aussi les questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de division communautaire, où on parle de tribus. Oui, là, il y a des affrontements ethniques. On parle de tribus. Ensuite, il y a la question de la pauvreté. Il y a la question de l'occupation de la jeunesse aujourd'hui, qui n'arrive pas à avoir son compte. Vous voulez dire quoi? C'est un terreau favorable pour des futurs djihadistes? Oui, bien entendu. Au-delà de la question religieuse. Et il y a un expert malien qui intervenait au cours de cet atelier qui disait pratiquement... il y a plusieurs branches, on parle de tidjanistes, on parle de salafistes, de sorte que deux voisins peuvent cohabiter, mais chacun avec sa mosquée et chacun avec son discours dans la mosquée. Donc, j'étais tellement édifié de par les nouvelles stratégies qui se développent. Est-ce que vous savez que même l'élevage est aujourd'hui récupéré par les terroristes qui arrivent à inséminer des produits, des bombes même dans les animaux pour traverser les frontières et aller agir? Donc, on va revenir sur les faits précis, récents. 48 heures après la mort d'un militaire malien et d'une douzaine de personnes dans la localité de Boulikessi, située au nord, vers la frontière avec le Burkina Faso, on en parlait à l'instant. Alors, le ministère malien de la Défense nous explique ce qui s'est passé. Alors, selon lui, le 19 mai, à Boulikessi, alors une patrouille de l'armée malienne sous contrôle de la force conjointe G5 Sahel est accrochée par les terroristes et un militaire malien est tué et 12 terroristes neutralisés. Des propos fortement contestés par plusieurs sources, dont les parents de victimes, qui affirment que ces derniers n'étaient que de simples civils. Alors, messieurs, visiblement, si on en croit donc ces derniers, il y a eu une bavure, tout bonnement. Et j'ai l'impression, pour aller plus loin, que parfois aussi le terrorisme a bon dos. Docteur Ablonon. Je ne sais pas s'il y a eu une bavure, mais en fait, déjà dans les mots que nous utilisons, il y a déjà problème. Dès qu'il y a
une réaction, on dit les terroristes, les djihadistes. C'est devenu des fourre-tout, on ne sait pas qui... C'est un abus de langage? Et je ne dis pas que c'est un abus de langage, mais au moins, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'au Mali, c'est d'abord une question politique. C'est une question politique et je ne sais pas comment est-ce que de façon si miraculeuse, on a fini de régler la question politique. Il n'y a plus de divergence politique. Désormais, il y a le gouvernement malien et puis des terroristes. Donc, tous les autres sont devenus des terroristes. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on dit oui, les terroristes, les djihadistes, etc. Je ne nie pas du tout l'existence de groupes terroristes dans la région. C'est évident. Mais est-ce que ça veut dire que dès que... il y a un coup de feu quelque part, c'est nécessairement des terroristes. Parce que si on emprunte ce discours-là, on va fausser la question, parce que ça va faire que le débat, le dialogue politique nécessaire au Mali n'aura pas lieu, parce que le Mali ne s'en sortira jamais sans ce dialogue politique-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie du territoire malien qui a été pendant longtemps un peu comme abandonné par l'État central. Donc, à un moment donné, il y a des compromis à faire, il y a des débats politiques à mener. Et il ne faut pas non plus étiqueter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement à Bamako pour dire qu'ils sont tous des terroristes. Mais il y a une chose qui est surprenante dans cette affaire, c'est qu'on ne sait plus vraiment à quoi servent les opérations ou les différentes missions qui sont en place. International. Oui, international, parce que moi, ce que je crains le plus, c'est que c'est elles-mêmes qui sont devenues les premières victimes. Elles qui sont allées pour sécuriser ou pacifier le territoire, c'est elles qui doivent garantir la sécurité des populations, c'est elles qui sont devenues de véritables proies faciles pour les groupes armés. Donc, je pense qu'il y a... Sur la question du Mali, il y a tellement de non-dits, il y a tellement d'opacité. On ne sait pas pourquoi, subitement, la progression des forces d'interposition, l'opération française s'arrête, je ne sais plus si c'est à Bounia, dans une localité. On ne sait plus pourquoi on ne peut pas progresser, pourquoi on ne peut pas sécuriser tout le territoire. On ne sait rien, on ne dit plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le business continue, les activités économiques continuent bien. Bien sûr. Et bon, alors, on va aller maintenant sur peut-être les solutions avant de passer aux autres sujets. Sur qui il va falloir compter dans la lutte contre le terrorisme? Parce que vous le dites aussi bien l'un et l'autre, que finalement, toutes ces interventions de la communauté internationale, de la France, des Nations Unies, ne servent à rien, puisque les faits sont têtus. On ne peut pas éternellement attendre que l'Occident agisse, même si... Finalement, l'Afrique n'a pas les moyens de se défendre. Comment on va faire? Les résultats, en termes de résultats, c'est un échec cuisant. Toutes ces opérations qu'on a citées, faut compter sur qui? La CEDEAO, l'Union africaine, ou c'est encore pire? Non, mais à la vérité, à quoi ont abouti véritablement les actions de l'Occident? Un échec. Combien de frappes n'avons-nous pas enregistrées sur la Syrie? Rien n'est encore réglé en Syrie. Et peut-être finalement, c'est pas ça la solution. J'en arrive. Combien d'actions n'avons... Non, du moins, l'Occident n'a pas peut-être mené en Libye. La Libye est un pays en lambeaux. Combien d'actions n'ont pas été menées ça et là? Donc, ça veut dire, en d'autres termes, et ce discours-là, quelqu'un a voulu me claviculer dessus, je dis... Tant qu'on ne s'assoit pas pour comprendre, pour poser un diagnostic, il sera difficile, dans le langage de la médecine, de parler de protocole, c'est-à-dire comment traiter le mal. Mais ici, il s'agit beaucoup plus de revenir aux écritures et à leur interprétation juste. Surtout que dans le cas du terrorisme religieux. Par exemple, comme le disait tout à l'heure Dr Blonon, et qui est vrai, qui est partagé de tous, aucune religion ne demande la mort de ceux qui la pratiquent ou bien de ceux qui ne la pratiquent pas. La vie est sacrée. Et dès lors qu'il y a plusieurs interprétations, et c'est pour ça qu'il y a dans un pays un État qui doit recadrer les choses, régenter les choses. Mais très souvent, chez nous ici, les États n'ont pas de moyens. Oui, mais le pouvoir spirituel, oui, parfois... Oui, donc là, vous êtes en train de poser la question de savoir comment est-ce qu'on devrait arriver à bout du terrorisme. Donc je dis, il faut commencer d'abord par échanger
avec les acteurs connus qui sont peut-être pas encore très radicalisés, parce que les très radicalisés... Tu veux dire quoi, les guides religieux les très radicalisés, on les voit pas. On sait d'où est parti Gali pour arriver aujourd'hui dans la position qui est la sienne. Donc, comme je l'ai dit, la question, par exemple, de la redistribution des richesses dans un pays est une question fondamentale. Qui a causé par moments beaucoup de foyers de tension, par exemple au Nigeria, avant que Boko Haram ne s'installe. Et donc, dans une telle dynamique, voici un terreau fertile qu'on a créé. Bon, pour vous, le fond est social. D'abord, principalement, avant d'être religieux, c'est d'abord une question sociale. Mais dans ce cas, excusez, avec 70% d'enfants de moins de 20 ans en Afrique, et on connaît le taux d'employabilité, bon, l'Afrique est un terreau, c'est-à-dire que chaque Africain est potentiellement un futur terroriste, puisque socialement parlant, rien ne va, dans tous les pays. Non, je ne dis pas uniquement que... Avec un SMIC à 60 000 francs CFA, je ne dis pas uniquement, mais je suis en train de dire, en répertoriant les causes, je dis que la question de la redistribution de la richesse nationale est un facteur extrêmement important. Mais ensuite, il y a les questions, comme je vous ai dit, d'identité communautaire, qui sont des facteurs à prendre en compte. Il y a la question religieuse qui est à prendre en compte. Et il y a naturellement la question de... l'injustice, Mais donc, alors pour répondre à ma question sur qui il faut compter pour la lutte, vous dites d'abord c'est sur le plan national. Il faut d'abord peut-être... Non, la grande proportion, et ce que je sais, c'est que la bannière qu'on a brandie d'abord pour parler de terrorisme, c'était la bannière religieuse. Donc ce facteur est extrêmement important. Mais aujourd'hui, par exemple, avec le groupe GESIM, ce qui se fait, c'est qu'on essaie d'étendre nos tentacules, avoir beaucoup plus de monde avec nous, en parlant à la fois de la religion et en parlant à la fois de l'amélioration des sorts. Alors, mais quel est le meilleur échelon ? La communauté internationale, la CEDEAO, les institutions africaines, parce qu'on oublie que le Mali, c'est le Mali qui a demandé l'intervention de la France. Peut-être qu'il regrette aujourd'hui, mais dans tous les cas, la France n'est pas venue elle-même s'imposer. On critique les Occidentaux quand ils nous viennent en aide, mais en même temps, on est les premiers à aller, si j'ai envie de dire, faire l'aumône. Mais ça, c'est peut-être le discours officiel de savoir que c'est le Mali qui a demandé. Est-ce que le Mali avait peut-être besoin beaucoup plus... Est-ce que l'État du Mali existait ? On ne va pas se mentir, il y a peu de temps. Je ne parle pas de la grande civilisation qu'elle fut. Je parle il y a encore quelques années, quelques décennies. Pouvait-on parler d'État malien ? Est-ce qu'il y avait un État malien ? Elle veut parler naturellement de la descente de cette vague djihadiste aussi facilement, comme on l'a assisté aussi au Tchad, jusqu'à ce que ceux qui sont descendus repartent aussi comme de la fumée. Oui, alors je pense qu'il y a des choses qui demandent à être bien cernées et à être bien nommées pour ne pas mal rater le diagnostic ou le traitement. Je pense que si nous appelons tout terrorisme, nous allons passer à côté des vraies questions et des vrais enjeux. Et ce serait malheureux parce que lorsque vous appelez un groupe de délinquants, un groupe de voyous ou des situations d'insécurité publique, vous les appelez terrorisme, vous leur donnez une forme de légitimité et vous leur indiquez même des moyens parce que ça va leur donner des idées. On nous appelle des terroristes, donc on va l'assumer. Donc je pense qu'à un moment donné, nous ne devons pas mal nommer les choses. Tout n'est pas terrorisme en Afrique. Il y a beaucoup de situations de délinquance parce qu'il y a des zones de non-droit où les États ne sont pas capables d'assumer la sécurité, parce que l'État n'est pas capable de développer un certain nombre de dispositifs, etc. Donc, il y a des zones comme ça, et il y en a malheureusement beaucoup, parce que de plus en plus, nos États sont déstabilisés de l'extérieur. On a vu le cas de la Libye, et on a vu tout ce que ça a engendré comme répercussion sur la zone. Mais au-delà de tout cela, je pense que tout à l'heure, vous parliez par exemple de l'infiltration. Et le mot m'a fait un peu sourire, parce que c'est des thèmes qui nous révèlent déjà toute notre faillite et toute notre faiblesse à l'égard d'un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez 10 Africains
ou 20 Africains, vous les réunissez dans une salle pour faire une réunion. Je vous assure que, même sans le vouloir, il y a des infiltrés parmi vous. Parce que de toute évidence, il y aura quelqu'un qui a des liens avec quelqu'un qui a des liens avec quelqu'un qui se retrouve dehors et qui vous menace. Donc, c'est des concepts même qui montrent toute notre fragilité face aux problèmes. C'est pourquoi, à mon avis, la question chez nous n'est pas sécuritaire. Il faudrait que, c'est vrai, nous devons développer un certain nombre de dispositifs parce que nous sommes des États comme les autres et que nous avons besoin de régler des questions de sécurité intérieure et extérieure, c'est évident. Mais au-delà de tout ça, il y a une grande dimension sociale, sociologique, dont il faut tenir compte et ne pas chercher à faire de plans Vigipirate 1, 2, 10, 20 qui ne donnent pratiquement rien et dont nous n'avons même pas les moyens qui feront que nous endetterons davantage. Et même aujourd'hui, on va mobiliser les maigres ressources, on va les affecter à des questions qui en réalité ne sont que des conséquences et que les vraies causes sont des causes sociales, comme le disait Thomas tout à l'heure. Le 4 mars 2018, lors des élections législatives en Italie, aucune des 3 principales forces politiques n'est parvenue à obtenir la majorité absolue. Le mouvement 5 étoiles arrive en tête et devient le premier parti au Parlement avec près d'un tiers des sièges. Il est toutefois devancé par la coalition de centre-droit au sein de laquelle la Ligue s'impose face à une Forza Italia en fort déclin, tandis que le parti démocrate du président du Conseil sortant, Paolo Gentiloni, observe un net recul, poussant même son chef Matteo Renzi à la démission. Messieurs, on va revenir sur les discussions et autres tensions actuelles sur le sujet. Mais d'abord, comment expliquez-vous la victoire de la droite? Pour être direct, est-ce que la question des migrants peut expliquer ce vote populiste et a fait basculer le vote? L'Italie qui est fortement touchée, hein? Oui, en par de sa position géographique. Oui, en partie, mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que on a eu aussi une émission ici sur l'élection de M. Macron, sur l'élection de M. Trump, qui nous ont enseigné quand même qu'il y a un véritable chambardement dans l'ordre politique dans le monde et que peut-être qu'on serait en train d'assister à un déclin ou à une disparition des partis classiques. Au point que c'est la situation du moment qui détermine aujourd'hui le visage des forces politiques. Et donc, la question des migrants a fortement joué ici. Et donc, la question de la relance économique a joué ici. On appartient à une Europe qui parle de communauté de destin. Mais dans cette communauté de destin, il y a que, par exemple, le cas de la Grèce a enseigné qu'il n'a pas été question beaucoup plus de solidarité, mais d'une certaine austérité qui n'avait pas de visage humain. Alors, devant une telle situation, il y a de nouvelles forces qui naissent et qui disent « prenons notre destin en main au lieu d'être dans un gros ensemble qui ne nous profite pas, parce qu'à la vérité, il s'agit d'abord de nous avant d'aller à l'Europe. » Donc pour vous, c'est des questions économiques et puis aussi migratoires. Bien entendu. Pour Dr Ablodon. Pour moi, c'est l'échec de tout. C'est tout ce en quoi on a cru ces dernières années, c'est la démocratie, ou alors une forme de démocratie, c'est le désenchantement du monde, c'est l'échec de l'Europe, c'est tout. Parce que en réalité, pendant des années, on a fait croire que la démocratie, c'était le bipartisme avec des partis qui pontaient très bien, qui savaient défendre des grands intérêts généraux qui n'étaient des intérêts de personne, sinon les intérêts d'une classe, d'une minorité. Et les gens se réveillent et se rendent compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a une majorité, on a des gens qui sont de plus en plus très riches et d'autres qui sont de plus en plus très pauvres. Et on continue de leur dire de croire en la démocratie. Alors que ce que la démocratie leur produit, ou du moins les résultats de cette démocratie, c'est ça, c'est une grande inégalité sociale. Parce que les gens se sont toujours tus, ils ont donné du pouvoir aux plus riches, qui sont devenus de plus en plus riches, et même les classes moyennes ont commencé à ne plus exister en Europe aujourd'hui. Les gens travaillent et ils sont SDF. Donc à un moment donné, c'est l'échec de la démocratie. Et l'Europe n'a pas été capable
Avant la démocratie, c'est pas l'échec du capitalisme encore, on n'est pas encore de libéralisme encore à outrance. Ce sont les conséquences directes, l'austérité dont parlait Thomas de l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment la démocratie qui pose problème? C'est la démocratie libérale. Ou le choix économique? C'est la démocratie libérale. Le libéralisme. Le libéralisme va avec la démocratie, malheureusement. Donc les deux il n'y a pas... Enfin, le libéralisme... le capitalisme, la Chine nous montre qu'on peut être communiste et capitaliste. Hein. Et puis, c'est la question aussi que j'allais vous poser dans un débat qu'on fera ultérieurement. Est-ce que finalement, en voyant tous ces nouveaux courants politiques, on se dit que finalement, avant... C'était dans l'esprit de tout le monde, il fallait de la démocratie, le capitalisme, le libéralisme. Maintenant, on va avoir d'autres propositions politiques, mais toujours ce système libéral au niveau économique. La Chine nous le montre déjà, la Russie va nous le montrer, un régime autoritaire, mais capitaliste. L'Afrique, pareil. Bon, parfois, on ne se sent même pas de démocratie, mais le régime est toujours le même. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Non, je ne pense pas que ce soit là le problème. Le vrai enjeu, ce n'est pas nécessairement l'économie de marché auquel tout le monde y croit. Parce que ça, c'est ça le problème. Il y a un dénominateur commun sur lequel on n'est peut-être pas d'accord, mais on n'a pas de solution alternative. C'est l'économie de marché. C'est ce à quoi tout le monde a adhéré. Bon, peut-être. Mais le problème, au moins, c'est que quand vous prenez le cas des pays européens, vous prenez le cas d'un pays comme l'Italie. L'Italie est un pays aujourd'hui très endetté, au bord de la crise, au bord de la faillite, mais en même temps, voilà un pays qui a cru à l'Union européenne, mais l'Europe n'a pas été capable d'être l'Italie qui s'est retrouvée livrée à elle-même face à la question des migrants. Donc aujourd'hui, les Italiens ne croient plus en rien. Ils ne croient même pas au nouveau gouvernement qui va sortir. Ils ne croient pas, ils ne croient plus en rien, donc on essaie de tout casser. Et c'est tout. Moi, je prends cette coalition, cette victoire des extrêmes, du mouvement extrémiste et des mouvements dits anti-système, comme une volonté de tout casser. On ne sait pas nécessairement quelque chose de rationnel. On ne va pas vers quelque chose de cohérent. Les Italiens n'ont pas voté pour quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a même pas de ligne sur laquelle ces gens-là étaient d'accord il y a quelques années. Donc, les Italiens ne croient en rien. Ils veulent juste casser la baraque. Alors, avant d'aller repartir sur l'Europe, parce qu'il y a peut-être une lourde responsabilité dans la situation italienne, on va rester déjà sur le plan national. On a donc notre nouveau chef, président du Conseil, qui un peu ressemble en fait au Premier ministre, quoi, le fameux Giuseppe Conte, 53 ans. Il n'a donc toujours pas été en mesure de former le premier gouvernement populiste du pays. Nous y travaillons, s'est-il contenté donc de dire hier matin de journalistes devant son domicile. Mais ces retards ne sont pas au goût de ses soutiens politiques. On a Matteo Salvini, le patron de la Ligue, c'est-à-dire un parti d'extrême droite, qui a écrit sur Facebook « Je suis vraiment très en colère ». Il y a aussi les raisons de la colère supposée, c'est le refus du président Mattarella de nommer Paolo Savona, 81 ans, et eurosceptique déclaré, à la tête du ministère des Finances. Le chef de l'État en Italie nomme le président du Conseil et les ministres sur proposition de ce dernier. Et selon la presse italienne, il n'entend pas, le président, revenir sur cette prérogative en dépit de la colère de la Ligue pour deux raisons: ne pas isoler l'Italie en Europe et protéger la fonction présidentielle. Alors, dans ce bras de fer, visiblement, qui se joue encore aujourd'hui, messieurs, qui va céder? Déjà, qui va céder? Et on sent déjà poindre le spectre de l'Europe et ses menaces. Vous avez parlé tout à l'heure de la Grèce. On a l'impression que le scénario est déjà écrit. Voilà. Ils vont, comme en Grèce, nous mettre au pouvoir des partis anti-système qui vont faire de belles déclarations soutenues par une partie de la population, mais l'Europe va venir les menacer et tout le monde va reprendre le cours le cours normal. Qui va céder? Je n'ai peut-être pas la compréhension du langage ambigu de Corée qu'on peut lancer, mais ce que je retiens, il y a Vox Populi qui est extrêmement important, la voix du peuple. Et si le peuple a décidé de donner sa voix à ces deux partis qui sont arrivés en tête sur la base d'un programme qu'ils ont présenté, ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui une certaine force, ils sont dans une certaine position. Et dans ce qu'ils proposent tout à l'heure, quand on les a énumérés, ils vont même jusqu'à dire, c'est vrai, les chantres de l'Union européenne ont par moments eu une position vigoureuse, et ils citent même la France pour dire les rapatriements
Alors que jusqu'ici, ils étaient tous dans l'Europe, mais il a été difficile pour l'Italie de rapatrier les migrants irréguliers. Donc, pour eux, ils ont été dans une certaine dynamique où certains pays ont pris à bras le corps sur leur politique nationale de réagir vigoureusement à un certain nombre de choses. Ensuite, sur les questions de revenus de citoyens, qui sont des réalités pour les Italiens qui n'arrivent pas. Donc la bourse aujourd'hui. Merci. Ces deux nouveaux dirigeants et ceux qui adhèrent à leur politique vont même jusqu'à dire qu'il faut lever les sanctions contre la Russie, qui peut être un partenaire important pour l'Italie et qui peut aider l'Italie dans la contenance de ceux qui quittent en Libye pour arriver, en passant par la Syrie, pour arriver en Europe. Donc aujourd'hui, on est dans un ensemble, mais que devient l'Italien d'abord? Et ils ont sous leurs yeux la courageuse décision qui a été prise par la Grande-Bretagne. Ils ont sous leurs yeux... Vous pensez quoi? Italie, comment on va appeler ça? Après Italie Brexit, Italie exit. Italie exit. Exact. On doit craindre l'Italie exit. Ils ont sous leurs yeux, c'est ce que je disais... Mais la Grande-Bretagne est peut-être le seul pays européen qui avait les moyens de se permettre de quitter l'Union européenne. Vous pensez que tous les pays du Nord, les pays du Sud plutôt, souffrent de l'austérité, mais sont les premiers à nous dire qu'ils ont besoin encore de l'Union européenne? On l'a vu avec la Grèce. Vous pensez que l'Italie... Non, justement, on se focalise sur la Grande-Bretagne. Mais la Hongrie et la République tchèque ont claqué la porte. Les gens sont en train de partir. Donc quoi, on va avoir une nouvelle crise dans l'Union européenne, comme si les autres étaient... non, rassurez-vous, l'Union européenne est déjà en crise. Oui. On va dire une crise permanente. Mais en fait, le vrai problème dans cette affaire, c'est quoi? C'est un peu comme ça commence. C'est toujours des affaires nationales. Parce que le président s'oppose à la nomination du ministre des Finances. Oui, un eurosceptique. Un eurosceptique, au risque de provoquer une crise interne. Mais ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va se plier. Donc, le président va avoir raison. Il va avoir raison contre la voix du peuple. Exactement. Il va avoir raison contre la démocratie. À lui tout seul, il va avoir raison. Parce qu'il veut que l'Italie continue de respecter des accords européens dont le peuple ne veut pas. Mais dans quelques mois, ce gouvernement va se retrouver aussi en crise. Et l'Italie va renouveler va enclencher une nouvelle phase de crise parce que l'Italie est en crise depuis plusieurs années, depuis au moins une décennie. Donc, je pense qu'en réalité, c'est parce que nous ne sommes plus dans de vraies démocraties. Nous sommes dans des démocraties qui se croient plus intelligentes que le peuple. Ouais. Nous sommes dans des démocraties où il y a des gens, parce qu'ils ont pris des accords, ne sont pas capables, à un moment donné, de dire le peuple n'a plus remis en cause ces accords-là. Comme Tsipras en Grèce, mais c'était l'espoir de beaucoup de monde. On s'est dit, voilà quelqu'un qui vient avec une proposition autre et qui ose affronter l'Allemagne. Oui. Et alors, il n'a pas fait demi-tour. C'est justement ça le problème des peuples. Le peuple, pendant que le peuple vous soutient, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et chaque fois, le peuple est déçu. Mais à un moment donné, les gens vont émettre des votes comme ils veulent. Aujourd'hui, derrière ces votes-là, ne cherchez aucune logique, il n'y a aucune rationalité. C'est que du mécontentement, de la défiance. Mais c'est tout, c'est des mouvements qui n'avaient rien en commun. Lorsque vous prenez le mouvement 5 étoiles, vous prenez les partis extrémistes, c'est des gens qui ne sont d'accord sur rien il y a quelques mois. Ils n'ont rien en commun, sinon qu'ils sont dégoûtés du système. Ils ne veulent plus de l'Europe. C'est les deux choses sur lesquelles ils sont d'accord. Mais l'euro, ils ont fait quand même... ils sont allés à reculons. Parce qu'on nous dit que le contrat de gouvernement qui comporte une 60aine de pages et une 30aine de points ne parle plus d'une sortie de l'euro, mais tourne résolument le dos à l'austérité et parie sur une politique de croissance pour réduire la colossale dette publique italienne. Mais ça, c'est encore un accord entre élites. Ce n'est pas le peuple, les gens qui ont voté. Ceux qui ont voté n'ont pas dit ça. Ceux qui ont voté disent nous ne voulons plus de rien. Nous ne voulons plus d'Italie, nous ne voulons plus nous voulons plus de l'Europe, nous ne voulons plus de l'austérité, nous ne voulons plus de migrants, nous ne voulons plus être livrés à nous-mêmes, nous ne voulons plus qu'on nous impose des normes, un minimum en termes de fiscalité, etc. Donc les gens disent, mais ça se passe toujours ainsi. L'élite se met ensemble, après on dit, bon voilà, il y a un accord de gouvernement, parce qu'à un moment donné, bien sûr qu'il faut gouverner. Donc en fait...
Oui, mais Thomas disait tout à l'heure, je ne peux pas vous relancer parce qu'on a fini là, mais Thomas disait tout à l'heure, la continuité de l'État, on change de gouvernement, donc on oublie tous nos engagements, ces engagements qui ont été pris, peut-être pas par des prédécesseurs, mais c'est ça aussi la difficulté avec l'Union européenne. Oui, et c'est ce que Dr Ablenon dit, il y a des accords élites entre une certaine classe politique, mais qui ne bénéficient vraiment pas aux populations, et la population très souvent veut prendre son destin en main. Et pour ces nouveaux dirigeants, la difficulté qu'ils ont, c'est que ils sont contre des gens qui ne veulent pas de changement, qu'on appelle les gardiens du temple de l'euro, et ils ont aussi le peuple qui les pousse dans le dos. Donc ils sont entre le marteau et l'enclume, et c'est la pression la plus forte qui généralement détermine le chemin à suivre. Je vous dis, on paye tous l'ultralibéralisme. Ouais. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, de votre précieuse participation. Merci à Valentin Kouassi pour la réalisation technique. On se quitte avec cette citation de Winston Churchill. La différence entre un homme politique et un homme d'État est la suivante. Un homme politique considère la prochaine élection, tandis qu'un homme d'État considère la prochaine génération. Excellent dimanche à tous. Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje.